Mon cher Aurélien, je te présente une montre qui vient de sortir. Alors, je m'appelle pas Aurélien, mais Allô, je veux bien que tu me présentes une montre qui vient de sortir. Jérémy. Dis-moi. Une montre qui vient de sortir, la Atelier Jalabert AJP400N. Ok. Alors, Atelier Jalabert, ils avaient fait un lancement qui avait fait pas mal de bruit avec un modèle dont le cadran était issu d'une pièce de carrosserie d'une Aston Martin DB5. D'accord. Et ils viennent de sortir leur nouvelle itération à base d'une pièce en aluminium qui est issue d'une Lamborghini P400, Lamborghini Miura. Montre fort sympathique, typée 70s pour ceux qui aiment. Et puis Lamborghini Miura, pour le coup, c'est moins de 1700, quelque chose comme ça, voiture fabriquée entre fin 60 et début 70. Ok, donc un truc un peu rare, quoi. Valeur marchande, une merguez, c'est 1 million d'euros et une état concours, c'est à 3 millions. Ah oui. C'est des autos de collection les plus prisées du marché. Et eh bien, ma foi, ils viennent de sortir ce modèle-ci. Là, tu l'as en cadran intégralement noir. Et tu as 3 autres séries. D'accord. Avec le cerclage, le réo, on va dire, avec des couleurs flashy de l'époque qui étaient utilisées par Lamborghini. Il y a un orange, un bleu et un jaune de mémoire. Et donc 400 pièces. Ouais. Donc c'est 4 x 100 par couleur. Cadran. Voilà, donc celle-ci là, cadran noir comme ça, série limitée, 100 exemplaires. Tu peux choisir le numéro. Ok. Calibre mécanique. C'est l'ITA, ouais. Remontage manuel. 39,5. Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'avais vu? Je l'avais pas vu, non. Je l'avais pas vu. J'aime bien ce genre de cadran spécial lié à un truc. J'aimais bien REC à l'époque. Ça me dit rien, REC. REC, ça te dit rien? Ça s'écrit comment, REC? REC. Ouais. Ah, t'iras voir. Ouais, ok. Avec plaisir. Ils ont une édition, par exemple, Eleonore pour la Shelby GT500. Ok. Et ils avaient fait pareil, ils prennent un bout de la carrosserie pour faire le cadran. Intéressant. Et je trouvais que le storytelling, la finition du produit, par contre, c'est top, mais je suis pas le client, moi. D'accord. Ouais. Moi, les bagnoles, c'est pas mon grand truc. Donc toi, tu t'es pas accroché par le storytelling, donc ni d'époque, ni de la voiture. Oui, exactement. Ok, alors maintenant, restons sur le design. Ouais. Bah, le design, il est cool. Le boîtier, en tout cas. Le cadran, en fait, je trouve ça dommage. Là, j'ai l'impression de pas voir que c'est issu de la pièce, tu vois. J'ai l'impression que c'est un cadran noir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors là, il faut... c'est peut-être l'impression que je t'ai filée, qui est pas terrible. Ça, faut imaginer une pub dans un magazine. Ouais. Effectivement, mais le boîtier, il a l'air vraiment bien fait. Ouais. T'as l'air d'avoir une lunette là, t'as l'air d'avoir un gros chanfrein qui fait tout le long. Il n'y a pas de corne, donc c'est un tonneau en 39,5, c'est cool parce que c'est petit, mais ça va être forcément présent. Le bracelet a l'air la lunette, de là, suivre. Si tu la regardes bien, regarde la lunette, elle a quand même une forme un peu particulière. Ah oui, elle est plus fine sur les côtés, plus large en haut et en bas. Bah ça, c'est pour être fan perso d'auto de ces époques-là. Là, tu vois le. Après, c'est assez. Toi, tu reconnais des choses, ouais. Oui, très clairement. Puis c'est expliqué après sur leur site, mais tu le vois, cette lunette entre guillemets asymétrique. Oui. Clairement, ça évoque la forme très particulière des phares avant, la calandre avant de cette voiture. Ok. Ouais, très clairement. Et puis, alors après, tu as les index du cadran. Okay. Là, ça reprend la typo, la disposition. Ok, parce que du cadran. Avec mes peu de connaissances, moi, Lamborghini, je vois ça très droit. Et c'est très courbe. Et du coup, j'ai du mal à penser à Lamborghini quand je vois ça. Je comprends. Mais j'ai pas assez de connaissances, je pense. Sur le modèle, probablement, en fait, oui, c'est que toi, tu vois Lamborghini Countach. Ouais, c'est pas. Qui est un design à la serpette. Oui, exactement. Comme une fusée. Mais ça, c'était après la Miura, où là, tu avais un designer Gandini, italien, Marcello Gandini. Ouais. Et tu as une voiture, tu as une auto qui est certes extrêmement plate, parce que c'est une auto de course avec un V12, enfin une tuerie, mais c'est très, très arrondi. C'est vraiment une ligne avec une esthétique et une courbe presque très simple. Ok. D'accord. Donc c'est pas du tout anguleux. Donc évidemment ça se marie très bien. Ça se marie très bien avec ça. Ouais, ça a l'air. Tu fais un peu dans le vintage ou pas, toi? Ouais.
Bah là, on a quand même un boîtier très typé 70s. T'enlèves le cadran, la lunette qui est très, très originale. Là, bah, t'es dans des produits très 70s. Là, tous les fans d'Omega Speedmaster MK2, ils voient un boîtier comme ça. Bien sûr. Et Tissot Star d'époque. Bien sûr. Puis on a eu plein. Dans ce sens-là, quoi. Ouais, donc le storytelling automobile, c'est pas ton truc. Non, pas de ouf. Ouais. Là, ça se voit pas sur cette photo. T'as un fond de boîte ouvert. Oui. Remontage manuel. Oui. Assez rare d'avoir. Ça, j'aime bien, moi. Ouais. Ça me dérange pas du tout. Surtout quand ça te permet, quand ils ont augmenté à 45 heures la réserve, donc c'est cool. Tu tiens 2 jours, on va dire. J'ai cherché sur leur site, j'ai pas suivi pourquoi ils avaient choisi un montage manuel. Je pense qu'il y a 2 façons de voir. Et là, on rejoint la notion de storytelling. Et donc, si ça te parle pas, ça parle pas. On pourrait se dire, non mais, on est dans l'univers automobile, donc remontage manuel, c'est l'allégorie de la boîte manuelle. Oui. Mais on pourrait se dire remontage automatique, c'est l'allégorie du moteur qui tourne. Bien sûr. Donc en fait, les deux marchent. Voilà, les deux fonctionnent. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un fond de boîte ouvert et c'est quand même très sympa aussi, comme sur celle-là, un remontage manuel, c'est que tu as, à défaut d'avoir une masse oscillante super bien décorée, mais quand c'est décoré en usine, en truc, en fait c'est une décoration industrielle. Ça bien sûr, c'est pas décoré main. Quand tu as pas de masse oscillante, tu vois en fait tout le mouvement de façon plus tu le vois plus sympa. Ouais, je suis d'accord. Okay. Et puis parfois le manuel, il va aider à gagner de l'épaisseur. Des fois c'est par rapport à l'équipe de la pièce. Ouais. Mais bon, elle a l'air d'être quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration de la réserve de marche? Tu vois, au lieu spontanément, on pourrait la confondre avec une petite seconde à 6 heures. Bah moi j'aime bien ça déjà. C'est pas mal, qu'on puisse la confondre. J'aime bien comment écrit le Power Reserve. J'aime bien ce côté. Si tu regardes, si tu regardes les compteurs Jaeger de l'époque, là t'es dedans. Là il y a pas de doute. Petit détail que tu préfères? Bah je pense que c'est cette réserve. En vrai. J'hésite avec la lunette parce que la lunette, ça a l'air sympa. Le fait que ce soit symétrique là, c'est Il y a pas mal de choses. Il y a un autre truc qui rappelle le compteur. Alors, bon, bah, moi, ça me parle. Vous savez que j'ai une auto ancienne aussi. Alors, pas une Miura, parce que voilà, on n'a pas beaucoup, c'est extrêmement cher. On parlait de la réserve de marche. Tu as aussi le fait que tu n'as pas les 5, 6, 7 en index chiffre arabe, qui te donne un peu le sentiment d'avoir ton aiguille de vitesse ou de contour, tu vois, dont le 0 est sur le 8 et t'es à fond sur le 4. Comme sur réservoir un peu. Exactement, sans avoir le... Je vois ce que tu veux dire, ça fait, même si là elle fait tout le tour, on a l'impression qu'elle est coupée ici. Bon, alors tout ça, c'est des petits détails, ma foi. Mais si on les voit pas, des détails. On passe à côté, forcément. Si on n'adhère pas au storytelling bagnole, comme toi, non pas que tu n'adhères pas, mais c'est juste pas ton ADN. C'est pas mon ADN, voilà. C'est pas ton ADN, bah on passe à côté. Ok. Là, tu le vois peut-être pas. Moi, tu le sais, j'en parle souvent. La maroquinerie, c'est un truc top. Ah bah oui, non mais là, là, il y a un bracelet. Alors, il y a un bracelet clairement qui correspond au siège, quoi. Exactement. C'est pas les premiers. À le faire. Pas du tout. Mais c'est bien de l'avoir fait, quoi. Parce qu'il y a des marques qui oublient et qui mettent un bracelet qui n'a rien à voir et c'est dommage, ça casse tout le truc. Parce que quand tu vois la montre la première fois, il faut que le tout soit cohérent. Ouais. Je trouve. 1 800 €. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais toi qui connais bien le marché. Justement, je regarde toutes les specs. En fait, le point d'ombre que j'ai, c'est à quel point ça coûte cher d'avoir un cadran en aluminium issu d'une pièce d'origine d'une Lamborghini P400. Mais si ça, c'est un peu chaud à avoir et à travailler, le prix, il est justifié. Si c'est pas le cas, c'est un poil cher. C'est clair que c'est chaud parce que en fait une auto comme ça, si tu veux si un jour tu te dis t'en veux une concours, voilà, concours là c'est 3 millions d'euros. Donc concours ça veut dire un tiers d'origine, ça veut dire refaite par un mec spécialisé, ça veut tout a été refait ça coûte une fortune et donc n'importe quelle pièce, n'importe quel bout, n'importe quel truc de toute façon c'est soit introuvable, soit ça coupe très moins cher. Je trouve, donc pour le coup, ça c'est vraiment très difficile. Ce qui est dommage, et ça je vous le dis les amis de chez Alapert, c'est que vous en dites pas assez sur le cadran.
Non, c'est-à-dire qu'il y a le nom du restaurateur chez qui ils ont obtenu la pièce, machin, mais il y aurait un truc génial à faire, c'est de faire un reportage entre votre première rencontre avec le mec, la pièce en question, avant de devenir un cadran emboîté. Elle est passée par quelle étape, comment elle a été fraisée, comment elle a été coupée, comment elle a été travaillée, etc. Ça aurait été génial et ça nous dirait c'est issu d'une auto qui appartenait à Éric Durand. Son châssis c'était tel numéro et là il y aurait, pour moi qui suis intéressé par ce sujet-là, il y aurait encore une filiation plus intéressante. D'aller un peu plus loin. C'est pas un doute dont je parle, mais ça m'aurait encore plus parlé. Je comprends. Sinon là, surtout que c'est dingue de faire ça. Alors pourquoi pas l'expliquer encore plus. Je suis d'accord. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est alors pour le coup j'aurais dû vérifier. Je suis désolé. Là-dessus, Jérémy, je me souviens plus leur première version à combien ils la vendaient. Je pense que c'était 1000 balles, peut-être un petit peu moins de 1000 balles, mais il y a un Miyota dedans. Oui. Et là, est-ce que c'est pas le problème de ces jeunes marques, toi qui en vois passer tout le temps et t'as des clients qui viennent et qui mettent ce prix-là, tu vois, est-ce que c'est pas la principale problématique des jeunes marques, c'est que on va pas se leurrer, les amis, le storytelling, le truc, il est réussi, il n'est pas réussi. Tout est acheté chez des fournisseurs, il faut les connaître, il faut les trucs, mais bon, on veut démarrer, on met un Miyota, on met un Seiko, on veut faire un chrono, on met un Seiko Mekaquar. Bon, à un moment ou un autre, pour franchir une étape, on met du Swissmed, potentiellement, en disant, moi je vais augmenter mes prix grâce à ça, et je vais peut-être marger, et si la marque marge, et moi je vous encourage les amis, c'est que si vous avez augmenté votre prix, c'est pour gagner votre vie, parce que sinon, il y a une nouvelle marque qui sort toutes les semaines, mais il y en a 0,8 qui meurent toutes les semaines. Bien sûr. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Donc, s'ils ne gagnent pas leur vie, forcément, ça va disparaître. C'est dommage, parce qu'il faut les féliciter, ces gars. Il faut quand même être fou pour lancer une marque de montre. Faut être fou, faut être passionné, quoi. En fait, il y a plein de façons. Maintenant, comme il y a beaucoup de marques qui naissent, il y en a où on sent un petit peu que c'est du marketing, c'est tout. Et il y en a où c'est passionné. Et là, je pense qu'il y a quand même une passion derrière pour que les mecs, ils aillent s'ennuyer à aller chercher cette pièce de Lamborghini, à la retravailler, à truc. Ouais, mais tu peux. Il y a des marques très marketées. Et là, le sujet n'est pas de les squatter, de les flasher. Ça veut pas dire que c'est mauvais de marketer, mais des fois quand tu fais que marketer, mais que derrière il y a des incohérences dans ton produit, c'est dommage. Oui, mais ça c'est le propre de l'initiative entrepreneuriale. Tu peux faire un truc au départ très marketé, trop pour certains, et puis petit à petit tu progresses. Bien sûr. Tu parlais de réservoirs tout à l'heure. Ouais. Réservoirs, ils sont arrivés il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. Manifestement, ils ont fait leur trou. Je sais pas où ils en sont, les gars de Réservoir. Mais moi, j'aime bien parce qu'il y a un truc, quoi. Ouais. Et pourtant, tu vois, je suis pas automobile. Et pourtant, Réservoir, ça fait partie des marques où je me dis... Mais j'essaie de plus en plus de faire ça, de pas forcément me dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi, mais plutôt est-ce que c'est bien foutu ou pas. Et là, en fait, pour revenir au mouvement, moi, personnellement, j'aurais trouvé ça dommage de mettre un Miyota dans une montre où tu as mis un cadran de Lamborghini. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi des fois de la cohérence entre l'histoire que tu racontes. C'est-à-dire que là, ils veulent en faire une pièce. Il y a que 400 exemplaires. On a été chercher une pièce d'une voiture qui vaut super cher, qui est de collection, qui est, tu vois ce que je veux dire, qui était à l'époque mécaniquement peut-être une bombe. Mais on a mis un série 1000 dedans parce que on n'avait pas de fric. Mais là, pour le taquiner un petit peu, je te dirais, il y a quelques temps, il y a Antoine. D'ailleurs, les amis, Antoine est devenu le community manager de Balichous. Antoine était venu avec Kurono Tokyo, exactement. J'adore. Oui, Kurono Tokyo, Hajime Asaoka qui a monté cette marque-là. Je connais bien. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces Kurono Tokyo ? Moi, je veux faire le top du top, à prix accessible pour tous. Le meilleur calibre à mettre dedans, c'est le Miyota Premium, qui est bien mieux que le TA 28-24. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour un Japonais... Oui, ça, c'est mieux. Pour un Japonais, c'est mieux. Oui, mais là, tu me dis, oui, mais on va pas mettre un Miyota. En quoi il est japonais, Hajime Asaoka. Et le Miyota Série 9000 est un très bon mouvement. C'est juste que... Ils sont franco-belges. Non, mais justement, du coup, ils mettent du suisse. En fait, c'est juste que moi, je trouve que ça, quand je lis la truc, ça fait sens. Voilà. C'est qu'il y a une cohérence, mouvement, histoire racontée. Mais encore une fois, c'est ma perception. Ça veut pas dire que c'est la bonne. Mais bien sûr qu'Hajime Asaoka, il va te dire que le meilleur mouvement de série, bon rapport qualité-prix sur le marché, c'est un Miyota. Il va pas te dire que c'est un ETA.
D'accord, mais peut-être qu'il a raison de le dire. Mais il a sûrement raison. Vous voyez ce petit doute-là, ce petit challenge, c'est ce qui fait toute la beauté du schmilblick de l'horlogerie. Une déception en termes de com, dommage qu'il n'y ait pas, ou alors je ne l'ai pas vu, l'épaisseur. Oui, alors moi j'allais t'en parler. Calibre remontage manuel dit épaisseur plus fine, structurellement. Mais boîtier comme ça dit souvent beau bébé. Voilà, donc à méditer les amis, bon courage à eux. Si tu devais l'évaluer comme ça, entre j'adore, j'aime bien, bof, pas terrible. Je dirais j'aime bien. T'aimes bien. Ouais. Donc, tu aurais... Alors, ce même design, on voit bien que ça n'a pas de sens, cette question, mais c'est quand même intéressant de la poser. Avec un truc qui te parle. Oui, ça peut. Avec le storytelling derrière qui te parle. Ça peut venir me chercher, ouais. Voilà. En tout cas, pour moi, ça marche à titre perso, parce que le storytelling va avec ce que j'ai sous les yeux. Oui, il y a une cohérence. Ouais. Voilà. Et qui en plus te parle.